Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre série Terroir gourmand, nous partons dans le Calvados et plus précisément dans le pays de Caen. Olivier nous dira tout de la fabrication du Calvados et Julie nous le préparera en cocktail. Nous découvrirons ensuite deux produits typiques de ce terroir, l'huître de Courseulles et les tripes à la mode de Caen. Sophie, de son côté, nous parlera de sa reconversion en maraîchage et de ses jus de légumes. Je vous laisse apprécier quelques-unes des richesses du pays de Caen et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Bordée par la côte de Nacre, la plaine de Caen est une vaste étendue herbeuse qui se jette dans les vagues et les embruns iodés. Ponctuée par de rares vallons, cette plaine balayée par les vents possède une pluviométrie très favorable à l'agriculture. Aujourd'hui, les villes de la côte sont devenues d'agréables stations balnéaires, mais les stigmates de la Seconde Guerre mondiale sont encore bien présents. C'est sur ces plages qu'ont débarqué les soldats alliés en juin 1944. Les sols calcaires de cette plaine, recouverts de limon, sont propices à l'agriculture. Mais les traditionnelles haies du bocage normand ont presque disparu ici. Le remembrement, démarré dans les années 60, a laissé place aux grandes cultures céréalières. Toutefois, on y trouve toujours les traditionnels vergers de pommiers à cidre, qui servent à fabriquer notamment un alcool reconnu dans le monde entier, le Calvados. En ce timide début de printemps, Olivier Vauvrecy, producteur de cidre et de Calvados non loin de la ville de Caen, taille ses pommiers avec soin pour préparer au mieux leur future croissance. Donc là, ça a été taillé l'année dernière, donc il y a eu plein de rejets. Donc je vais enlever tous les rejets qui sont autour de cette coupe, puisque l'arbre c'est un peu comme un système, un circuit d'eau. Il faut imaginer un peu comme de la plomberie. Et donc la sève va circuler dans toutes les branches. Donc on va répartir la sève dans toute cette structure en fait. Et par exemple, cette branche, vous avez des boutons floraux. Donc ici, vous voyez la tête, le bouton est un peu plus épais. Donc je sais que ça va donner des fleurs. Donc il faut toujours essayer de créer un équilibre entre suffisamment de boutons floraux et suffisamment de branches comme celle-ci qui vont donner des feuilles. C'est toujours un équilibre, feuilles et production de fruits. Là, je vais retailler un peu. Donc la typicité de notre terroir en Normandie, ici le Calvados, permet aux pommiers acides de bien s'acclimater. C'est la plaine de Caen, c'est plutôt calcaire, avec des sédiments, des terres plutôt profondes. Nous, ici, on a des terres un peu plus légères, mais en majorité, c'est à peu près ce que la plaine de Caen peut fournir comme sol. Et puis il y a le climat qui joue, parce qu'un terroir, c'est pas que le sol, c'est aussi le climat, assez tempéré. On est près de la Manche, on est à 15 km de la mer, et ça joue énormément. Donc cet équilibre pluie-soleil, comme aujourd'hui, voilà, là on est plutôt sous la pluie, permet justement aux pommiers acides de bien s'adapter. Ce climat normand instable, Olivier le connaît bien, car il n'est pas tombé par hasard dans la production de Calvados. C'est plutôt le fruit d'une longue histoire familiale. Donc ça fait 5 générations d'agriculteurs que nous sommes ici autour de la chapelle. C'est une vieille chapelle du XIIIe siècle et aussi de la ferme qui est de 1651. Donc traditionnellement, il y avait des hautes tiges comme ici. Vous voyez, il y a un tronc plus la variété au-dessus. Donc c'est des arbres qui peuvent vivre jusqu'à plus de 100 ans. Mais il faut attendre les 15 premières années avant d'avoir une production raisonnable, on va dire. Cette époque-là est bel et bien révolue. Lorsque le père d'Olivier a repris la ferme il y a une quarantaine d'années, il a décidé d'y planter des pommiers basse-tige, plus rentables, et de commencer à produire du cidre pour le commercialiser. Et ici, on a 16 variétés de pommes à cidre. Donc on a des variétés douces, des variétés amères,
des variétés douces amères et des variétés acidulées, et voire même aigres, qui est au-dessus de l'acidité. Donc pour le calvados, on va choisir plutôt des pommes amères. On peut mettre de la douce amère, mais ça va être traditionnellement quand même de l'amertume qui va être recherchée dans la production de calvados. Donc ce sont des mous, des jus de pommes au départ, des mous, qui vont fermenter entièrement. Donc tous les sucres vont se transformer en alcool. Et lorsque le cidre, il n'y aura plus de sucre à l'intérieur, on va pouvoir le distiller. Olivier ne fait pas lui-même la distillation du cidre fermenté en calvados. Il fait appel à Cédric, qui pratique toujours le métier d'ambulant, comme on les appelait autrefois. Avec son vieux camion équipé d'un alambic, Cédric se déplace de ferme en ferme en fonction des besoins. Ça va, ça se passe bien? Oui, calme. Ça distille facilement? Oui. Donc on fait appel à Cédric, qui est un distillateur ambulant. Son grand-père faisait la même chose, et donc faisait avec mon grand-père, mon père. Et aujourd'hui, c'est Cédric qui a repris l'activité, donc il vient à peu près plus d'1 mois par an. L'alambic ambulant, c'est une tradition, surtout en Normandie, dans les autres régions également. C'est très réglementé aujourd'hui, donc il y en a de moins en moins, puisqu'il y a de moins en moins de producteurs ou de transformateurs calvados. Le principe, techniquement parlant, c'est de chauffer le cidre à distiller, donc un cidre qui n'a plus de sucre, donc juste de l'alcool, un cidre qui est autour de 6 à 7% d'alcool. L'alcool va s'évaporer à 78-80 degrés et on va condenser ces vapeurs pour récupérer une eau de vie avant de l'appeler calvados. On sort à combien ici là? 70, à à peu près. 71. D'accord. Il y a la température, c'est pas chaud. Très bien. Au sortir de l'alambic, cette eau de vie de pomme ne s'appelle pas encore calvados. Il reste une étape obligatoire pour lui permettre de se colorer et de développer des arômes plus complexes. L'eau de vie qui est transparente au départ, qui fait 70-71% d'alcool, va être mise dans les fûts de chêne et va être vieillie au moins 2 ans minimum. Et ensuite, elle passe devant une commission pour être validée en tant que calvados. Et donc ici, vous avez des tonneaux avec des vieillissements de plusieurs années dans chaque tonneau. Et on va, sur plusieurs années, on va les changer de fût pour obtenir le produit que l'on souhaite. En poursuivant le travail de leurs aïeux, Olivier et Cédric leur rendent hommage et perpétuent ainsi cette tradition locale de production du calvados. Même s'il souffre d'une image un peu vieillotte, le calvados attire néanmoins une nouvelle génération de barman qui se sont réunis à Caen pour la 22e édition des Trophées du Calvados. Julie fait partie des candidats français qui vont concourir et tenter de participer à la finale internationale. Du coup, là, j'ai 15 minutes pour faire ma déco, presser mes citrons, casser mon blanc d'œuf, mesurer mon sirop de céleri. Et ensuite, normalement, c'est surtout la déco. Je vais finir par ça pour avoir le plus de temps possible. Et après, je passe sur scène. La jeune femme originaire de la région a découvert le monde du bar il y a quelques mois dans le restaurant de ses parents. J'aurais jamais imaginé me retrouver dans un concours, sachant qu'au départ, je faisais ça pour le plaisir. Et je me suis dit, allez, on s'inscrit. Sélection à Paris et maintenant, bon ça va, je suis dans ma région quand même, je suis chez moi, à la maison. À quelques dizaines de minutes de son passage, Julie semble un peu stressée, et ce malgré une préparation et une recherche approfondies. Le thème 2018 c'était le légume, l'année dernière c'était la mer, donc voilà ça change tous les ans. Et donc moi j'ai fait mon petit cocktail avec donc un sirop de céleri pour le légume. Pour le calvados j'ai été chez un producteur du coup découvrir son calvados pour voir si avec mon sirop lequel matchait le mieux. Alors que d'autres candidats sont déjà sur scène, Julie patiente et observe juste derrière le rideau. Après cette longue attente, vient enfin le tour de la jeune barmaid. Sous le regard très attentif du jury et du public, et malgré la pression, Julie exécute son cocktail au calvados et au céleri.
Du coup, pour mon premier concours, en tout cas, je vais avoir aucun regret sur la réalisation de mon cocktail, ce qui déjà a beaucoup d'importance pour moi. Donc ensuite, je ne visais pas non plus la première place, parce que voilà, c'est mon premier concours, j'ai 3 mois de bar. Mais pourquoi pas finir peut-être dans le podium, ou on va dire dans les 6 premiers. Comme elle le pressentait, Julie ne remportera pas le concours. Mais le Calvados peut se réjouir, car la relève est assurée. Et les cocktails ont tous été plus originaux les uns que les autres. Dans la vieille ville de Caen, non loin du château, à la boucherie Sabot, Yves et Sylvie défendent fièrement la spécialité locale la plus emblématique de la ville, les tripes à la mode de Caen. La recette traditionnelle a sûrement évolué au fil du temps, mais c'est un plat ancré historiquement dans la région. Une légende raconte même que Guillaume le Conquérant en raffolait. La tripe à la mode de Caen était déjà cuisinée dans la région lors du Moyen-Âge, et puis ça a évolué au fil des années, des siècles. Et l'histoire vraiment de la tripe s'est faite au moment des bombardements de 1944. Alors il y a un restaurateur, Jean Le Hir, qui a eu l'idée, avec d'autres restaurateurs et des bouchers, de récupérer des tripes dans les bêtes qui étaient mortes sous les bombardements dans la campagne. Et ils ont cuisiné des tripes pour nourrir la population. Et c'est parti de là, vraiment la connaissance de la tripe à la mode de Caen. Composé des 4 estomacs du bœuf, mais aussi des pieds du même animal, ce plat simple a très vite passionné Sylvie, la femme d'Yves, qui n'a eu de cesse d'améliorer sa recette. La tripe à la mode de Caen, c'est un plat simple de la terre, puisque c'est fait avec les abats des bêtes de Normandie, avec les légumes des potagers de Normandie. C'est un vrai travail familial. Ça commence à faire... Oui, bah oui, ça fait 35 ans. 40, Tu m'as mis tout 48 J'ai tout à ans. tout là. Non, Voilà. Bon, je vais pouvoir la mettre en route. voilà. Quand je suis arrivée à la boucherie, je me suis décidée à préparer ce plat avec beaucoup d'amour. Mon père était cuisinier, donc j'ai voulu aussi transmettre à travers la cuisine de mon père une différence dans la préparation de ces tripes, mais tout en gardant cette habitude traditionnelle. Alors ce qui me plaît dans la tripe à la mode de Caen, c'est que c'est le reflet de la ville de Caen. C'est basique, mais c'est très bon, c'est convivial, ça permet de réunir du monde. Simple et basique. Mais c'est seulement avec le temps et l'expérience qu'Yves et Sylvie sont parvenus à atteindre des sommets. Pendant plusieurs années, on a peaufiné notre recette et grâce à ça, on a réussi à remporter le trophée de la meilleure tripe du monde en 2005 et en 2010. En 2010, nous avons fait quelques photos et c'est le plus beau des trophées que l'on puisse recevoir. J'étais très fière d'obtenir ce prix, d'abord parce que par rapport à mon père qui était cuisinier, c'était aussi pour lui. Et en plus, je suis normande, on défend les couleurs de la Normandie et de Caen surtout. Donc la tripe à la mode de Caen, j'ai voulu la défendre au mieux et j'y suis arrivée. Défendre son terroir, sa gastronomie et ses produits, c'est aussi ce que fait Corentin, à Mauvaines, non loin de Caen. À chaque marée basse, selon un rituel bien précis, Corentin fait partie du balai de tracteurs qui descendent sur le sable. La mer n'attend pas, et les ostréiculteurs de la région doivent adapter leur travail en fonction des horaires et des coefficients des marées. La particularité de notre métier, c'est qu'on doit suivre les marées. Si le coefficient n'est pas suffisamment assez haut, il y a des chances qu'on ne puisse pas retourner aller en mer. Donc en général, ça se fait pour nous, ça se fait toutes les 2 semaines si on a besoin d'aller travailler en mer. Parce qu'ici, on a surtout des parcs, mais qui sont situés assez loin en mer. On n'a pas de parc sur l'estran comme ont d'autres professionnels qui peuvent aller par tout coefficient. Par tout coefficient et par tous les temps. Car la côte de Nacre, qui a vu de nombreux parcs à huîtres s'installer suite à l'épuisement du gisement naturel, est souvent frappée par des vents violents et des courants forts en hiver. Ici, c'est surtout qu'on est dans une mer ouverte. On n'a rien de naturel autour qui permet aux vagues d'être cassées et qu'à chaque fois qu'on subit un coup de vent, c'est vraiment de plein fouet. Quand on regarde sur Saint-Va, là-bas, ils ont un petit peu une barrière naturelle qui font que leur mer est fermée et ils ont beaucoup moins de courant que par chez nous.
Donc par chez nous, on est obligé d'avoir des dispositifs beaucoup plus sécurisés. Ces conditions d'élevage difficiles rendent le métier exigeant, mais c'est peut-être aussi cela qui confère à l'huître locale un goût si particulier. Sur Meuvaines, on va plutôt faire des huîtres spéciales. Donc l'huître spéciale, ça va être une huître qui est plutôt en chair, parce que les apports en nutrition sont beaucoup plus élevés que dans certaines zones. Et c'est ça qui différencie la qualité de l'huître dans les différentes régions. Par exemple, sur tout ce qui va être Blainville, côte ouest, on va plutôt faire de la claire, une huître qui est un peu moins en chair et plus iodée. Alors que par ici, on va plutôt faire une huître plus en chair et moins iodée. Et pour travailler encore plus le goût de l'huître, Corentin a un système original qui lui vient de son grand-père. Après 3 années passées en mer, les huîtres prêtes à être commercialisées sont ramenées au hangar. Elles sont triées, nettoyées et classées. Elles sont ensuite plongées dans des bassins, comme il en existe en Charente-Maritime. On les appelle des clairs. Les clairs, là, elles ont été construites par mon grand-père en 1955. Tout ça, ça a été construit à la main, ça a été creusé à la main. Et ce procédé-là, on est les seuls à l'avoir par ici, dans cette région-là. Au minimum, elles séjourneront 1 mois dans cette eau saumâtre, mélange d'eau douce et d'eau salée qui leur apportera une plus grande qualité gustative. Le principe du passage en clair, c'est qu'on réduit de 10 pour 1000 la salinité, ce qui est énorme pour une huître. Sur un point de vue du goût, l'avantage, c'est que ça permet de réduire un petit peu la salinité de l'huître. On va avoir une huître beaucoup plus douce, où ça va faire ressortir mieux le goût de noisette. Sur un point de vue de chair, ça va rendre l'huître plus ferme, avec une légère petite augmentation en masse. Alors ça, c'est des huîtres qui viennent de faire plus de 30 jours de clair. Donc déjà avec une charnière beaucoup plus résistante. Et avec une qualité de chair à l'intérieur vraiment très épaisse. Cette qualité d'huître qu'il obtient aujourd'hui, Corentin sait qu'il la doit en partie à l'originalité et au travail de son grand-père, puis de son père. Et c'est tout naturellement qu'il a souhaité reprendre l'entreprise familiale. Depuis tout jeune, on a toujours été emmenés à voir un petit peu comment ça marchait. Nos parents nous demandaient des coups de main, donc après c'est devenu une habitude. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est de pouvoir travailler en famille. Ça a ses inconvénients comme ça, ses côtés sympas, mais en soi c'est vraiment cool parce qu'on est tous unis et on va tous dans le même sens. Dans le sens de la tradition familiale et régionale, dans le sens du respect de son produit et de son terroir, voilà ce qui anime Corentin. Mais ce sont des valeurs que l'on peut retrouver ailleurs sur ce territoire. À quelques dizaines de kilomètres de la côte, à Saint-Thau, au cœur de la plaine, Sophie cultive des légumes anciens et des légumes racines. Ce n'était pas là son métier premier, mais son destin l'a ramené sur les terres de sa famille. Avant, j'étais responsable de mon agence de communication dans le Jura, donc loin d'ici. Et suite à un AVC, je suis revenue faire ma convalescence auprès de mes parents. J'ai grandi ici, sur ces terres. J'ai fait toutes mes bêtises, j'ai travaillé, aidé mon papa dans ma jeunesse et aujourd'hui, c'est moi qui prends le relais comme une continuité familiale. C'est comme si je cultivais le jardin de la maison. C'est pas une exploitation industrielle. C'est un travail que je mène avec le cœur, avec beaucoup de passion. Passionnée, Sophie l'est. Et malgré la rigueur du climat normand, qui apporte son lot de pluie et de vent, elle sait pourquoi elle a choisi de faire des légumes biologiques, ici. Cette terre, elle est très riche. Elle est à la fois très aérée par le travail des vers de terre, et puis elle est aussi très collante, très amoureuse. Et elle est difficile à travailler, mais à contrario, elle donne une qualité et un goût exceptionnel aux légumes. Et cela se ressent sur les légumes qu'elle fait pousser. En ce moment, Sophie ramasse les dernières betteraves de l'année, puis elle repartira pour une nouvelle saison et de nouveaux semis.
Sur l'exploitation, j'ai 5 variétés de betteraves anciennes. J'ai une betterave blanche, alors à l'extérieur, et à l'intérieur, bon, la classique, voilà, toute simple. Très sucrée par contre, un petit peu comme la jaune, la betterave boule d'or, qui elle aussi, on va voir ses striures un petit peu plus, qui a un goût très sucré, moins juteuse que la betterave rouge. La betterave a beaucoup de vertus. C'est un légume racine oublié, méconnu, un peu négligé d'ailleurs, avec une mauvaise image. Mais en tout cas, elle a vraiment beaucoup de vertus pour notre corps, que ça soit, elle est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Même les betteraves, quand elles sont blanches, oranges ou roses, les gens ont encore des a priori. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire découvrir tous ces vieux légumes aux gens, pour leur faire découvrir que le standard n'est pas le classique. Et pour aller plus loin dans la découverte des légumes, Sophie a commencé une phase de test de jus à base de légumes et de fruits qu'elle souhaite commercialiser à l'avenir. J'ai commencé à expérimenter ça à titre personnel chez moi. Et aujourd'hui, puisque je produis ces légumes, j'ai décidé de promouvoir ces jus, les expérimenter auprès d'un large public, auprès de mes clients. Aujourd'hui, je suis dans la phase donc très créative où j'expérimente les dosages de chaque légume pour constituer mon jus. Donc c'est une grande étape puisque chaque année, en même temps que je teste mes légumes, je teste la plantation. Donc j'ai testé aussi du fenouil, j'ai testé tous les éléments qui constituent ce jus. Offrir l'essence du terroir au travers des produits, c'est ce qui motive les hommes et les femmes de la plaine de Caen. Souvent en hommage à leurs parents ou à leurs grands-parents, ils perpétuent ainsi le savoir-faire local en lui apportant un renouveau, à l'image des vagues qui s'échouent sans discontinuer sur le rivage. Aujourd'hui, je vous cuisine des coquilles Saint-Jacques, céleri et poivre long. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 20 pièces de coquilles Saint-Jacques, de préférence de Normandie, 10 g de ras hanout, 10 g d'huile d'olive, 10 g de beurre. Pour la purée de céleri, un céleri rave moyen, 240 g de lait, 20 g de beurre, une branche de thym, une feuille de laurier. Pour le céleri à la badiane, une étoile de badiane, 10 g de sucre, 150 g d'eau, 10 g de beurre. Pour les pickles d'oignons rouges, un oignon rouge, 100 g de vinaigre d'alcool blanc, 100 g de sucre semoule, 35 g de sirop de grenadine. Pour le jus de veau au poivre long, 250 g de fond de veau, un poivre long, un citron jaune. Pour la purée de céleri rave, coupez le céleri rave en 20 dés de 2 cm environ et les réservez pour le céleri à la badiane. Coupez le reste en brunoise et faire suer dans une sauteuse avec le beurre. Salez légèrement, ajoutez le lait, le thym, le laurier, puis cuire à feu doux pendant 30 minutes. Une fois les morceaux cuits, mixez afin d'obtenir une purée lisse. Pour le céleri à la badiane, réunir les dés de céleri, l'étoile de badiane, le sucre, l'eau et le beurre dans une sauteuse et cuire à feu très doux pendant 30 minutes. Réservé pour le dressage. Pour les pickles d'oignons rouges, pelez et coupez l'oignon rouge en deux dans le sens de la hauteur, puis l'effeuillez dans une boîte en plastique de préférence. Dans une casserole, portez à ébullition 100 g d'eau, le vinaigre, le sucre et le sirop. Versez aussitôt sur les oignons, fermez hermétiquement la boîte et laissez mariner au moins 24 heures au frais. Pour les pickles, vous pouvez en réaliser en quantité un peu plus importante et les conserver au réfrigérateur plusieurs jours dans une boîte hermétique. Pour le jus de veau au poivre long, dans le fond de veau, infusez le poivre long, portez à ébullition, rectifiez l'assaisonnement. Ajoutez du jus de citron en quantité suffisante pour apporter une bonne acidité à la sauce. Juste avant le dressage, salez les noix de coquille Saint-Jacques, puis les posez d'un côté sur le ras hanout mélangé à l'huile d'olive. Chauffez une poêle anti-adhésive sans matière grasse. Placez les noix de coquille Saint-Jacques côté épices sur le fond de la poêle. Une fois colorées, les retournez et les laissez cuire environ 2 minutes avec le beurre.
Il est important de ne pas trop cuire les coquilles Saint-Jacques. Une bonne cuisson est une cuisson nacrée. Pendant ce temps, réalisez une larme avec la purée de céleri chaude dans une assiette. Déposez 5 cubes de céleri rave autour de la purée, puis ajoutez les coquilles Saint-Jacques juste à côté. Finir avec le jus de veau au poivre long et quelques pickles d'oignons rouges. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.